Donc, on peut commencer à débrief un petit peu. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce cas? Est-ce que c'était dur, c'était facile? Dur et long. Ok. Long et difficulté moyenne. Donc, je suis d'accord que c'était long, ouais. C'est fastidieux surtout. Comme c'était un cas qui était très, très, très pharmaco, il y avait beaucoup de mots-clés à mettre. Enfin, pharmaco dans la première moitié, quoi, surtout. Ok. Difficulté moyenne, ouais. Un peu dur, oui. Ok. Il y avait donc une première moitié qui était pharmaco, on va dire globalement classique sur le mécanisme d'action, les effets indésirables, le suivi du traitement. Et après, il y avait une deuxième partie avec des questions qui étaient un petit peu plus atypiques, avec les pathogènes les plus fréquents, les recours vaccinales, les interactions, où c'est des questions qui sont pas très courantes dans les annales, mais qui, à mon avis, peuvent tomber. Euh, Et donc, intéressant de se poser la question avant et de le préparer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et timing pile ou poil. Ah, bon, parfait si c'était timé pour pour le temps alors. Hop, tac, j'ai partagé l'écran et on va commencer. Ah, limite short. Ah, c'est le jeu, hein. Le jour du concours, ça va être pareil, hein. Avec un peu le stress du début et tout ça, ça va toujours être plutôt limite short, hein. Il n'y a personne qui finit les dossiers 20 minutes à l'avance. Hop, tac. Hop, hop, hop. Donc, je récap un tout petit peu le cas. On avait donc un patient jeune de 20 ans qui avait une greffe pulmonaire et qu'on suivait en post-greffe. Il avait un mismatch CMV et un match EBV et il consulte aux urgences parce qu'il avait des douleurs abdos, des nausées, des vomissements. Dans ces traitements, on retrouve des immunosuppresseurs, des prophylaxies anti-infectieuses, de la supplémentation. Et on a un bilan bio avec la concentration plasmatique de trois médicaments. Hop. Alors, première question, la classique. Je demandais la classe pharmaco et le mécanisme d'action des immunosuppresseurs qu'on trouvait sur leur dos de ce patient. Est-ce que vous voulez passer à l'oral? Vous faites un médicament chacun ou un truc comme ça? Vous me dites le mécanisme d'action, comment ça marche, la famille, s'il vous plaît. Ne me laissez pas seul. Ah, Magda veut participer à l'oral. Ah bah c'est bon. Bah Magda, hop là. C'est parti. On allume le micro. Ah non, pas du tout. Aïe, aïe. Bah c'est Jacques qui va passer alors du coup. Allez, n'hésitez pas, hein. Et c'est pas une question piège, hein. C'est vraiment les mécanismes d'action des médicaments, c'est quand même la base. Allez-y. Sinon, ça va être une correction très longue et on va aller manger super tard. C'est que vous osez pas ou c'est que vous savez pas comment ça marche le tacrolimus? Bah écoute, Gaspard, vas-y, hein. Vas-y, vas-y. Ah, Pauline aussi. Allez-y, battez-vous. Premier qui allume son micro.
Ok. On m'entend? Ok. Ouais, Ouais. Du coup, j'ai commencé par le tacrolimus. Du coup, c'est un anticalcineurine. Euh, ils sont tous, enfin, du coup, j'ai fait que les immunosuppresseurs. Du coup, je vais pas dire à chaque fois qu'ils font partie des immunosuppresseurs, parce qu'ils le sont tous, du coup. Donc, c'est un anticalcineurine. Il va y avoir une fixation cytosolique de FKBP, avec lequel il va former un dimère. Ça va bloquer l'action phosphatase de NFAT, et du coup, ça inhibe la calcinurine, et du coup, ça empêche la transcription des gènes de l'IL2, et du coup, de la prolifération des lymphocytes. c'est ça. Donc, comme tu as dit, la classe, donc c'est tous des immunosuppresseurs, hein, comme tu as dit, pas besoin de le remettre. Il n'y aura pas de mots-clés comme c'était déjà dans la question. C'est bien un anticalcinurine. Il forme un complexe avec FKBP. Ça indique il inhibe l'activité phosphatasique de la calcinurine. Sur Et NFAT, la cible. oui, c'est ça. Tu as du coup, comment ça, enfin, c'est quoi le lien entre NFAT et l'interleukine? Juste, c'est peut-être le seul maillon qui manquait. En fait, NFAT, c'est un rôle au niveau de la transcription, c'est un facteur de transcription. Et Exactement. du coup, vu qu'il est bloqué en forme phosphorylée, il va pas faire sa transcription, alors que s'il avait été déphosphorylé, il aurait pu faire la transcription du gène de l'IL2. Exactement. Et j'avais le petit effet anti-prolifératif lymphocytaire. Tac. Ça inhibe la transcription. Ouais. Alors attendez. Hop. Quelqu'un avait mis autre chose pour le tacro ou non? De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Et NFAT, NIED, Ouais. NFAT en majuscule. Ok, merci. Ok, ok. Puis quelqu'un d'autre qui voulait en faire un autre? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Yes, parfaitement. Pour les vérolimus, c'est un immunosuppresseur inhibiteur mTOR. Il va bloquer la transduction intracellulaire du signal suite à la fixation sur l'interleukine 2 sur son récepteur du coup, et ça va empêcher la prolifération des lymphocytes. Ok. Et après, Donc on arrive. j'avais mis Pardon, dessus pardon. Everolimus et Tacrolimus, mais je pense qu'en fait c'est à mettre dans la dernière question, mais bon, je l'ai vu trop tard. Pardon? J'ai pas entendu, je suis désolé. Fallait pas associer Everolimus et Tacrolimus normalement. Il faut pas associer les deux? Bon, on en Non. discutera tout à l'heure alors. Mais ça sera dans la dernière question qu'il faudra le mettre. Ok. Ah, ben, un truc en plus, vas-y, vas-y. Attends, j'ai pas eu le temps de tout écrire ce Euh, qui a été dit, hein, mais. Moi, personnellement, j'avais aussi la notion qu'il y avait une fixation cytosolique à FKBP de l'Everolimus comme le Tacrolimus. Du Ouais. coup, ils ont la même cible et on en reparlera à la dernière question, mais du coup, c'est pour ça qu'on les associe pas. C'est parce Il n'y a qu'ils ont la même personne qui cible. veut associer le taco et les veau. Ok. Ok, ok. Mais C'est en fait, c'est rigolo. surtout que Mhm. ils s'inhibent les deux. Donc, enfin, si tu peux mettre les deux, mais ça sert à rien parce qu'ils vont s'inhiber. Moi, Oui, je ils suis pas sont d'accord. indécis. Je suis pas d'accord. Mais on en discutera après pour la question sur les interactions, mais ok. Ok, ok. J'ai vu blocage transduction. Oui, bon, pour ceux qui se posent la question, oui, Tacro et Véro, ça se fait totalement les deux ensemble, hein. C'est le classique, hein, de voir les deux ensemble. Ça a même un intérêt, hein. On en discutera après. Ok. Il reste des immunosuppresseurs dans leur dos. Est-ce que quelqu'un veut parler d'un autre immunosuppresseur? Si personne ne le fait. Vas-y, vas-y. Du coup, ensuite, il y avait le mycophénolate mofetil. Du coup, c'est un antimétabolite, inhibiteur de la synthèse des purines.
C'est une prodrogue de l'acide mycophénolique. Et il va induire une inhibition sélective et réversible de l'inosine monophosphate déshydrogénase. Et du coup, il va avoir une action qui est spécifique anti-lymphocytaire, puisque c'est une enzyme qu'on retrouve que dans les lymphocytes. Ok, ok, ok. Il va aussi avoir un effet antiprolifératif. Je le mets à chaque fois là. Tac. Bon, je mets juste le sigle parce que sinon ça va être trop long à écrire. Hop, parfait. Est-ce que vous vous êtes arrêté là ou pas? Ce dont vous avez parlé. Moi, personnellement, j'ai rajouté la prednisone en plus. Ouais, on est d'accord. Là, elle comptait, hein. Là, c'est complètement l'objectif. Ok. Bon, celui-là, normalement, vous devez maîtriser, hein, parce que lui, on les voit tout le temps, les corticaux. Vous devez connaître l'enchaînement des mots-clés par cœur. Bah, du coup, c'est un corticoïde, un anti-inflammatoire stéroïdien. Il va se fixer à un récepteur cytosolique HRE. Il va y avoir une rétro-translocation au niveau du noyau et du coup, ça va jouer sur l'activité transcriptionnelle. Du coup, ça va réguler positivement les gènes anti-inflammatoires et réguler négativement les gènes qui sont pro-inflammatoires. Ouais. Je mets juste les petits mots, si jamais il y en a qui ont mis ces petits noms. Il y en a qui sont vraiment experts. Hop, si j'arrive à écrire correctement. Mais hop, ok. Ok, ok. Et ben, c'est les quatre immunosuppresseurs qu'il y avait sur leur dos, hein. 1, 2, 3, 4. S'ils n'étaient pas cachés, c'était les quatre premiers. Ok. Ok, ok. Du coup, deuxième question sur ces traitements-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme effet indésirable? Sachant que là, quand c'est une question qui est aussi large que ça, ce qu'on attend, c'est des effets indésirables quand même spécifiques pharmacologiquement, quoi. C'est pas tant nausées, vomissements, etc. À part s'il y a un mécanisme propre, mais. Donc là, vous pouvez tous me balancer dans le chat des effets indésirables pour les médicaments, en précisant pour lequel, bien sûr. Il faut les faire dans l'ordre. Tacro, allez hop, je vois néphrotox, ok. Ouais, là, je ne vous force pas à parler, mettez plein plein de mots. Hop. Ah, j'en vois plein là, pas mal. Alors, j'ai vu la neurotoxicité passer. Très bien. Alors, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ouais, ouais, ouais. Troubles métaboliques, pas mal. Il y en a qui ont précisé certains troubles métaboliques aussi, j'ai vu passer l'hyperkaliémie au tout début. J'ai vu passer l'hyperglycémie. Et tac, tac, tac. Neurotox, très bien. Risque infectieux hyper important. C'est le truc qui va être commun à ces quatre molécules. J'ai vu l'HTA plein de fois. Hyperuricémie, ça va dans les troubles métaboliques aussi. Tac. On peut préciser pour cette néphrotoxicité qu'elle est dose dépendante. Si j'arrive à écrire dépendant, hop là. Neurotoxicité, bon, on va pas préciser, mais c'est plutôt, il va y pouvoir y avoir des paresthésies, des céphalées. Ok. Et au niveau cardio, il y a aussi les risques de myocardite hypertrophique. Hop. Je reprends la liste pour voir si j'en ai pas loupé. Tac, 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 ça c'est bon, c'est bon. Alors, dyslipidémie, c'est pas celui-là qui va. On peut en reparler tout à l'heure pour les autres. Je n'ai pas notion qu'il est particulièrement cet effet-là.
Tac. Hyperuricémie, c'est pas plutôt pour la cyclosporine. Aussi, mais moi j'ai bien eu hyperuricémie pour le tacro. J'ai vu passer dans le chat plusieurs fois, donc je pense que les autres ont aussi cette notion. Et il y a une petite question pour le mécanisme d'action de la prednisone. On parle de la lipocortine, de la PLA2, acide arachidonique, c'est un mot-clé ou ça sert à rien de le rajouter? Bah, ça dépend des grilles. Là, je vais pas faire un truc très compliqué, hein. Ce qui va être important, c'est de donner la classe, donc le glucocorticoïde, anti-inflammatoire, stéroïdien, de donner la finalité, donc on va diminuer la transcription de l'interleukine 2 notamment. Et après, sur le chemin, je pense que les choses importantes, c'est le récepteur, la lipocortine. Je pense que c'est un peu ça le centre de la question, enfin de la réponse en tout cas. Il fallait nécessairement faire la liste par médicament ou on pouvait faire par fonction concernée, dans le sens tox rénal parmi ces quatre. Bah là, dans la question, c'est vrai que c'était pas précisé. Donc, si tu as marqué par sphère et que tu as précisé après, il n'y a pas de souci. Hop. J'ai vu que pour l'Evero, quelqu'un avait déjà répondu. Et alors que je retrouve son message. Hypercholestérolémie, je suis d'accord. Pour l'Evero, c'est. Enfin, moi, j'avais pas de notion pour le tacro, mais pour l'Evero, c'est vraiment documenté. Ok. L'hématotoxicité qui a été dite, on est d'accord. Hop. Bon, l'Evero, il n'est pas néphrotoxique. Mucite, stomatite. Ah, ça s'écrit pas. Bon, il y a le classique qu'on a dit qui était tout le temps là, le risque infectieux, pardon. Ok, mais les verrous, globalement, c'est à peu près tout. Ensuite, le mycophénolate. Je remets ça tout de suite. Qu'est-ce que vous avez? Alors, il y a plein de réponses. J'ai vu passer l'hépatotox, on est d'accord. Toxicité, l'hématotoxicité. Hop. Il est tératogène, ok. C'est que j'avais pas mis dans les effets indésirables, mais c'est oui, tératogène. Ouais, pas de néphrotoxicité aussi forte que le tacro, mais oui, on peut le dire. Je vais pas le marquer là parce que c'est pas un truc ultra spécifique, mais ok. Alopécie, ok, peut-être. J'avoue que je n'ai pas notion d'alopécie particulièrement sous mycophénolate. J'ai pas l'impression que les patients soient particulièrement aient ce problème-là, mais peut-être. Très très rarement que ça arrive. Ok, on peut se fixer à ça, sachant que dans la grille, je compterai, il y aura un point ou un demi-point par effet indésirable spécifique, mais ce ne sera pas forcément le but d'être exhaustif, hein. Pour la prednisone, alors celui-là, par contre, la prednisone, je veux voir le chat qui s'enflamme, parce que vous devez en avoir 50 000. Les corticoïdes, hop là, j'essaie de les attraper au. Ouh là là, ça va vite. Ouais, pas mal, rétention hydrosodée. Je les note tous et après on va les ranger un peu et on en discutera. Ouais, hyperlipidémie, hyperglycémie, ok.
glaucome qui revient. Tac, ça je l'ai mis. On va mis. L'insomnie. Les insomnies. Le risque infectieux, comme d'habitude. Cushing, syndrome Cushingoid. Ok. Ok, donc ça est déjà pas mal. Il y en a d'autres quand même qu'on peut dire. J'ai vu l'augmentation du catabolisme protéique passé aussi. Ouais, au niveau cutané, ça m'intéresse, c'est pas mal. Pas mal, retard de cicatrisation, ok. Ok, ok. J'ai vu passer l'insuffisance surrénalienne aussi au passage. On est d'accord. Tac, tac, tac. Ouais, il y a des troubles sexuels aussi. Ok, ok, bon, ça fait déjà pas mal de choses. On va essayer de ranger un petit peu tout ça. Ce qu'on peut faire déjà là, alors c'était attendu sans lettres. Je ne sais pas trop si je mettrai des points là-dessus ou pas, mais si j'arrive à faire ce que je veux faire. On peut quand même séparer en effets qui vont être précoces, donc vraiment dès le début de l'administration, et les effets qui vont survenir pour les thérapies, enfin pour les corticothérapies au long cours. Si j'y arrive, comme ça. Ça va, vous avez notion un peu ça, ces effets précoces, effets tardifs, parmi ce qu'on retrouve là? Bon, il y en a, c'est assez évident, hein, mais typiquement ça va être là. Hop. Oui, je vois du oui passer dans le chat. Ok. Si vous me dites un petit peu où va. Ouais, ça on est d'accord, ça va être des effets tardifs. C'est plus simple de dire lesquels vont rester en précoce, il y en a moins quand même, je pense. Ouais, ok. Risque infectieux, hmm. Précoce, insomnie, on est d'accord. Insomnie, excitation, on peut rajouter. Ça va rester en précoce. Je rajoute celui-là, moi. Les risques infectieux, je le mets plutôt dans les précoces, personnellement, mais peut-être que ça se discute. Globalement, tout le reste, c'est assez tardif. L'hyperglycémie, ça pose hyperglycémie, c'est pas un effet tardif. On peut le mettre là. Et une question, les ranger selon les effets minéralo ou glucocorticoïdes, ça reste pertinent ou moins que précoce et tardif? Ça reste aussi pertinent. C'est deux façons de faire. En fait, si tu as un patient qui va avoir une corticothérapie très court terme, bah, c'est intéressant d'avoir cette séparation temporelle, chronologique là, pour savoir à quoi il va devoir faire face potentiellement. Mais dans l'absolu, oui, tu peux ranger totalement par minéralocorticoïde, glucocorticoïde, ça fait sens. C'est que généralement, on maîtrise moins, mais si toi, tu es super fort, fonce, hein, n'hésite pas. C'est intéressant si vous avez des médicaments type fludrocortisone, hydrocortisone, qui ont des rapports activité glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes qui vont être assez différentes de la prédnisone, par exemple, où là, oui, vous allez avoir plutôt certains types d'effets indésirables. Ok, ok, pas mal.
Bon, bah là, on a fait un bon petit tour. Il y avait, tac, 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 dans la suite, si je retrouve la question, un peu les surveillances, en allant vite, hein. Et ça, c'est de manière générale, qu'est-ce qu'on va devoir surveiller? Ouais, on a dit qu'il y avait de l'hématotoxicité, donc on va vouloir faire des NFS. On a dit qu'il y avait une néphrotoxicité, donc bilan rénal, vous mettez quoi dedans? Il y a un iono, on va mettre dans hydroélectrolytique. Ah, pardon, j'ai vu passer STP, je me suis dit, oui, dis-moi, mais c'est bien, le STP, on va en parler après en plus. Faire un bilan hépatique, ouais. Dites-moi ce que vous mettez quand vous dites bilan hépatique et tout ça, parce que le jour du concours, il faut donner aussi des valeurs. Ah, fonction rénale, j'ai de l'urée, je suis d'accord, de la créate, bon, du coup, la clairance de la créate. On peut faire un ECG, ouais. De la glycémie. Et sérologie. À quoi tu penses quand tu dis sérologie? C'est intéressant. Enfin, quelle sérologie tu penses? Surtout, c'est ça que je veux dire. On soit hépatique, les transaminase, ok. Le bilan lipidique, on l'a vu, ça faisait des dyslipidémies. Quelqu'un qui précisait cholestérol, triglycérides. Quelqu'un qui rajoutait les gamma-GT, les phosphatases alcalines. Une CRP, ça c'est hyper important parce qu'on a dit qu'il y avait un risque infectieux. Donc ça va être super utile. Si on retourne un peu là. Une séro-CMV et une séro-HSV pour les réactivations. OK. Là, on n'en a pas trop parlé. À la base, il y avait une question de plus qui était vraiment sur la partie infectio et où on parlait de ce mismatch CMV, etc. Je l'ai enlevé parce que le cas était quand même sacrément trop long sinon. Donc voilà. Oui, le CG, c'est pas le spécifiquement pour ces médicaments-là. Oui, c'est pas celui que je ferai en premier, on est bien d'accord. Ça va surtout être en fait si tu vas avoir des altérations secondaires aux altérations du bilan bio, des patients qui vont avoir du coup des hypokaliémies sous corticothérapie, etc. Dans ce cas-là, tu peux en faire un quand même. Ta. Risque de réactivation de tuberculose, ok. C'est intéressant ce que vous dites. Donc les séros, c'était CMV-HSV, toi tu parles de tuberculose, ok. Est-ce que ça, c'est une surveillance du traitement? Pour les virus, je suis d'accord. Imaginons qu'il y avait un mismatch EBV, on ferait des séro-EBV. Enfin, pas tant des séros, on ferait des PCR EBV. On quantifierait le virus pour voir s'il est en activité de réplication ou pas. On est bien d'accord. Ah, tu dis bilan ostéoporose, mais c'est pas une blague, hein. Quand tu dis dans ce cas-là, on fait bilan ostéoporose aussi avec tomodensitométrie osseuse et tout ça, et c'est vraiment pas une blague, hein. Les patients qui ont vraiment des corticothérapies importantes au long terme, bon, lui, il a 20 ans, on est bien d'accord, mais si, hein, c'est super important, hein. On se rend pas compte, mais en fait, ça arrive hyper vite. On est globalement tous carencés en vitamine D. Donc maintenant, les recos, c'est de supplémenter tous les enfants jusqu'à 18 ans, ce qui n'était pas le cas quand nous, on a grandi. Mais ouais, ouais.
L'ostéoporose, faut s'en méfier. Voilà. Et comme quelqu'un disait, ça c'était plutôt pré-thérapeutique pour la tuberculose. C'est pareil, un suivi, on va faire des TDR tous les mois. Ok. Le STP, quelqu'un précisait que tout était dans les... Non, personne précisait. Mais quelqu'un dit qu'il fallait le faire. Là, on était bon, hein. J'ai marqué dans les intervalles. J'ai pas fait de surprise. Voilà. Sachant que pour le STP, qu'est-ce qu'on peut doser concrètement? Les concentrations plasmatiques, ça, je suis bien d'accord, mais à quel moment, sous quelle forme? Qu'est-ce que vous connaissez comme forme de STP? Alors, j'ai C0, Cmax, AUC. Ok, très bien. C0, c'est la concentration résiduelle. Donc, on prélève juste avant l'administration du médicament. Donc, c'est là où la concentration est la plus faible. Cmax, ça va évidemment dépendre des molécules. Quant est leur Tmax, en fait. Euh, et pour l'AUC, il va falloir faire plusieurs points, donc plusieurs prélèvements. Et on va pouvoir estimer l'air sous la courbe. L'AUC, c'est ce qui est le plus relié à l'exposition du patient. Mais c'est fastidieux. Quand on fait des dosages d'immunosuppresseurs, les patients, ils les font en fonction des cas toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Évidemment, on ne va pas les garder une journée pour leur faire des cinétiques. Et donc, quand l'AUC est très fortement corrélé au C0, on va pouvoir faire le C0. Le suivi du tacro, le suivi de l'évéro, ça va être des concentrations résiduelles. On va faire. Ok. Mais en tout cas, bien d'avoir pensé à l'AUC. Souvent, on pense à la C0, Cmax, mais on ne parle pas trop de l'AUC. Ok. Maintenant, les pathogènes les plus fréquents chez les patients sous les immunosuppresseurs post-transplant. Si quelqu'un veut prendre le micro, vas-y, vas-y. Du coup, j'ai essayé de structurer un peu ma réponse perso. Du coup, j'ai précisé d'abord que les immunosuppresseurs, ça amenait plutôt à des déficits fonctionnels en lymphocytes T, alors que donc ça favorise plutôt les infections opportunistes, alors que les corticoïdes, ça va diminuer la phagocytose, donc ça favorise plutôt les infections bactériennes et fongiques. Des hypogammaglobulinémies, donc des infections plutôt à bactéries encapsulées, et, euh, et des déficits fonctionnels de lymphocytes, mais comme les immunosuppresseurs. Du coup, après, j'ai tout balancé. Ok. Du coup, du coup les bactéries, surtout, ça va être Mycobacterium et Legionella. Ouais. Au niveau fongique, ça va surtout être Candida, Cryptococcus et Aspergillose. Au niveau viral, ça va être HSV, donc herpès, CMV, VRS et EBV. Et au niveau parasitaire, ça va être pneumocystis, toxoplasma et strongyloïdes stercolaris qu'on peut retrouver chez les patients qui ont des corticoïdes au long cours. J'ai pas écrit assez vite. En viro, tu Ah, m'as dit pardon, CMV, Non, non, mais t'inquiète. Tu m'as dit CMV, EBV pour Euh, la viro? Non? CMV, EBV, herpès, HSV, Ouais, HSV. Ok. VRS, mais ça c'est plutôt chez les enfants. Ouais. Il y a le virus, je sais qu'il y a le virus JC aussi, mais il est pas au programme, donc on s'en branle un peu. Ouais, Mais JC virus, ouais. il y a le JC virus et il y Il y en a un a autre aussi. le VZV, Ouais. parce qu'on peut en parler d'ailleurs dans la question sur les vaccinations. Hmm. Ah, il y Et a des gens j'avais, qui ont ah ouais, répondu. il y avait Vas-y. l'aspergillose aussi en fongique. Je vais essayer Et en ça. parasito, il y avait toxoplasma, pneumocystis et strongyloïdes. Oui, en effet. Non, si. Attends. Je sais jamais s'il y a deux I. Oui, je crois que c'est deux I. Et est-ce qu'il y en a qui ont mis d'autres choses dans le chat? Non.
Les hépatites virales, est-ce que ce patient-là, sous immunosuppresseur, dû à ces immunosuppresseurs, il est vraiment, vraiment plus à risque d'hépatite virale? Est-ce que c'est ceux-là les pathogènes les plus fréquents? Pas trop. Je vais vous mettre en gras ceux qui sont listés dans le PIDI. Il y a une liste toute faite des pathogènes qui sont les plus fréquents pour les patients sous immunosup. Tac. Je ne me mouille pas, hein, c'est la liste du PIDI. On est un seul i. La liste, c'est dans le pili des profs vert ou le bleu? C'est dans le vert, le gros pili. C'est dans le groupe. Alors peut-être qu'elle est dans le petit bleu. Je ne saurais pas dire, hein. Ça se trouve, elle y est aussi. Mais elle est dans le gros, c'est sûr. Hop, voilà. Donc c'est ces quatre bactéries-là, ces trois champis-là, ce parasite et ces trois virus qui sont dans leur liste des plus fréquents. Ouais, je mettrai la liste. De toute façon, vous allez avoir. Enfin, il y aura la grille officielle et la grille officielle, je reprendrai la liste. Enfin, ceux qui vaudront des points, c'est ceux de la liste du pili, hein. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Oui, bon, oui. Pneumocystis jirovecii qui est un champi. On croyait que c'était un parasite qui en fait est un champi qu'on traite avec un antibio. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bon, ça c'était une petite question, hein. Vous prenez pas trop de risques, au pire vous en mettez un petit peu plus et puis VZV est au programme. Alors, la physiopathe du VZV avec les pathologies, tout ça, tu n'auras pas un cas de VZV en lui-même, hein. Tu n'auras pas une varicelle chez un enfant, une varicelle grave que tu traites avec la cyclovir, de la clindamycine, de l'augmentin, tout ça, tu l'auras pas. C'est pas au programme. Mais bon, EBV. No comment sur EBV. Du coup, il y avait une question sur les recos vaccinales. Et là, on précise bien chez ce patient, hein. C'est pas de dire recovaccinal en population générale, hein. C'est bien chez ce patient qui, de facto, est immunodéprimé suite à ces traitements. Qu'est-ce qu'il y a comme vaccins contre-indiqués, comme ceux qui sont recommandés? Alors, je vois pas de vaccin vivant, contre-indication des vaccins vivants atténués. Ok, donc ça c'est intéressant. Les vaccins contre-indiqués pendant, on est d'accord? Ok, très bien de les citer. ROR, on est d'accord. Il y a la fièvre jaune. Oula, je sais pas pourquoi ça s'est ouvert. Fièvre jaune, d'accord. Alors attendez, j'ai vu passer la varicelle, je crois. Non? Si, VZV, BCG, ok. Ok, ok. Bon, globalement, c'est les vaccins vivants. Mais est-ce que vous pensez que quand c'est comme ça, imaginons vous avez un patient qui n'a pas été vacciné pour le ROR, il n'a jamais eu, il n'a pas de sérologie qui montre une infection passée, donc il n'est pas immunisé. Est-ce que, bah, tant pis, il sera jamais immunisé, ou est-ce qu'on fait quelque chose? Au moment du diagnostic, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. On les fait avant le début des immunosuppresseurs.
Voilà, on ne va pas laisser le patient comme ça. Donc, dès que c'est prévu, de toute façon, le patient il va être inscrit sur une liste de greffe. On va le vacciner par avance. Donc, c'est bien ça. On va marquer euh, à réaliser, si possible, avant l'instauration du traitement. Et c'est 6 semaines. Et c'est pas dans ce sens-là, c'est comme ça. OK. Donc ça, c'est très bien. C'était le truc important de cette question. Euh, Et il y a des petites différences pour certains vaccins. J'ai vu qu'on allait on allait le vacciner pour le Covid. J'ai vu passer, on est d'accord, Covid. J'ai vu passer la grippe, il me semble. Donc, grippe. Je vais remonter vos messages, comme ça, moi, je suis sûr de ne pas en louper. Hop, hop, hop. Alors, vaccin contre la varicelle, lui, il va là, dans les vaccins contre-indiqués. Le pneumocoque, alors le pneumocoque, ça va être intéressant. Je mets un petit truc comme ça. Hépatite A, ça va être pareil qu'en population générale, les recommandations. Pareil pour l'hépatite B. Ensuite, qu'est-ce que vous précisez? Alors là, il y a quelqu'un qui dit contre-indication des vaccins vivants atténués, c'est pas seulement si prednisone supérieur à 10 mg. Alors là, il n'a pas que de la prednisone supérieure à 10 mg, hein. Il a du tacrolimus, de l'éverolimus, du mycophénolate. euh, Pas tout à fait pareil. Le méningo, on est d'accord. Ça va être pareil que pour la population générale. Le DTP, c'est intéressant aussi parce qu'il y a une petite particularité. Il y a quelqu'un qui précise, mais B, il est recommandé pour certaines populations, pas pour tout le monde. Tu parles de l'hépatite B ou tu parles du méningocoque? HIB, ok. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est les deux particularités pour le pneumocoque et le DTP? Bon, pour le DTP, c'est pas très compliqué. C'est quoi pour la population générale, là, pour vous et moi? C'est quand vous allez être vacciné a priori, si vous n'êtes pas immunodéprimé? À quel âge vous allez être vacciné ou vous avez été vacciné en fonction de si vous êtes plus ou moins vieux, mais 25 ans, on est d'accord. Et la prochaine, après 25 ans, c'est à quel âge en population générale? 45. Voilà, on est d'accord. 25, 45, 65, et après, c'est tous les 10 ans. Chez l'immunodéprimé, à partir de 25 ans, c'est tous les 10 ans. Donc lui, il n'aura pas 25, 45, 65, puis 75, etc. Il aura 25, 35, 45, 55, voilà. Et pour le pneumocoque, on va faire une fois le conjugué 13 valent, puis le conjugué 23 valent. Ça, c'est Prevnar et Pneumovax pour ceux qui travaillent en officine ou même à l'hôpital, en fait, vous les voyez. OK. Donc, ce qui va changer par rapport à la population générale, ça va être la contre-indication des vaccins vivants qu'on va essayer de faire 6 semaines au moins avant l'instauration de l'immunosuppression. Et pour les vaccins autres, on va avoir juste deux spécificités, le pneumo et le TTP. Ce sont des petites spécificités, hein. Et enfin, la dernière question, les interactions. Ça vous parle pas, les interactions? Et il y en a une qui est facile quand même, hein. S'il y a un médicament qu'il faut connaître sur les Euh, interactions, enfin une classe.
Oui. Ouais, moi perso j'avais mis du coup que l'association du tacrolimus et ou de l'éverolimus avec le posaconazole, il y avait une inhibition du métabolisme hépatique puisqu'ils sont tous substrats du cytochrome 3 à 4. Mhm. Et du coup, le posaconazole pas tip top avec le tacro et l'éverolimus Ouais. Prosaconazole, du coup, c'est un inhibiteur puissant, du 3 à si 4. j'arrivais. Hop. Et l'éverolimus et le tacrolimus, c'est des substrats majeurs du 3-4. OK. OK, OK. Du coup, le risque, il est dans quel sens là? Un risque de surdosage. Ouais, c'est ça. Donc, on va avoir peur de la toxicité là, pas du manque d'efficacité. Est-ce que c'est un problème? Dans le sens, est-ce que du coup, il faut pas qu'on mette le posaconazole et il faudrait mettre autre chose à la place qui ne serait pas inhibiteur, à votre Si avis? avec le STP, si on surveille bien et que les posos, enfin que les concentrations elles sont bonnes, c'est bon. Ouais, c'est exactement comme ce que tu dis, et il y a d'autres gens qui le disaient dans le chat aussi, là, je viens de voir. En fait, on va suivre les concentrations plasmatiques et on va adapter en fonction. Il n'y a aucun problème. Évidemment que si on modifie les posos de Posaco, on va pouvoir anticiper un peu et modifier les posos d'Evero et de Tacro en avance, mais il n'y a aucune contre-indication à avoir les deux en même temps. C'est normal d'avoir les deux en même temps. Et on va juste suivre avec le STP et adapter en fonction des résultats. OK. OK, OK. Et du coup, au tout début, pour y revenir, vous m'avez parlé de l'Evero et du Tacro ensemble, et ça vous embêtait. Tacro et Evero, c'est pas contre-indiqué alors. Bah, moi, je suis curieux de voir, enfin, de savoir où vous l'avez vu, ça. Euh, Il y a par exemple dans le bouquin médicaments de Medline et dans Ouais. le Deboek Medoc, c'est écrit qu'on n'associe pas les deux. Bah alors, Et dans le nouveau livre des profs, il n'y a même pas l'évrolimus. Ils l'ont carrément dégagé. ah, ils ont pas parlé. Ah bah, ok. Non, il y a les autres, il y a l'autre inhibiteur de mTOR, mais il n'y a pas l'évrolimus. Il y a le sirolimus. Ok. Bon, attention, ils Ouais. fonctionnent exactement de la même manière. Donc ça, je fais pas grand chose. Mais... Mais Ok. dans le Deboek, enfin moi je sais pas si c'est toujours dans le nouveau, mais j'ai l'ancien Deboek et c'est Ouais. écrit que on n'associe pas les deux. Et dans le médicament Medline, ils mettent aussi qu'on n'associe pas les deux, Hmm. Ok. que Hmm. ça s'inhibe mutuellement et du coup on fait pas d'association entre les deux. Bah alors justement, j'avais posé la question quand je faisais mon FFI de pharmaco. Euh, il y a, déjà, pour qu'il y ait une inhibition, comment dire, réciproque ou je sais pas quoi, il faudrait qu'il y ait aussi une saturation, hein. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas assez de FKBP pour que chacun puisse faire son office. Euh, mais il n'y a absolument pas de contre-indication à mettre le tacro et les verrous ensemble, hein. Vous allez en service de greffe, vous allez voir tout le temps, hein. C'est même avantageux en fait de mettre les verrous parce qu'on va pouvoir diminuer les doses de tacrolimus pour avoir une activité, enfin une immunosuppression équivalente, mais des toxicités bien plus faibles. C'est ça aussi l'intérêt de mettre plusieurs immunosuppresseurs en fait. C'est de pouvoir diminuer la toxicité de chacun en gardant la même efficacité. On pourra Je refaire un sais, point sur le Discord. Oui, pardon. je sais pas s'il fallait en parler, mais moi perso j'ai parlé d'une autre interaction aussi qu'on avait dans les médicaments. Hmm. Le tacrolimus et le valganciclovir, l'association entre les deux, il y a pas un risque de néphrotox. Il y a association des toxicités, ouais. Enfin, moi, perso, Hmm. j'avais retenu que le valganciclovir, on met soit le valganciclovir, soit le valacyclovir en prophylaxie chez le patient greffé, mais on faisait vachement gaffe à la fonction rénale, parce que du coup, il y a un risque le risque de Ouais. néphrotoxicité des deux est majoré. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est pareil que je crois dans un des QCM. Alors, ce n'était pas un piège, mais j'ai posé une question sur des interactions médicamenteuses dans les QCM. Et il y avait l'interaction avec la cyclosporine. Je ne sais pas si vous avez déjà oublié les QCM ou pas. Je peux ressortir. Je demandais ce qui était susceptible d'augmenter la tox de la cyclosporine.
Donc, il y avait évidemment le ritonavir et l'érythromycine à citer, puisque ce sont des inhibiteurs de 3 à 4. Mais il y avait aussi l'Ampho-B qui a une néphrotoxicité propre. Voilà. Quand on parle interaction, c'est vrai qu'on pense plus souvent aux interactions pharmacocinétiques avec les inhibiteurs inducteurs, mais pharmacodynamique, c'est tout aussi important. Ok. Et il y avait une question sur il y avait une question sur le que j'ai pas loupé. C'est quoi la spécificité pour le vaccin pneumocoque? Alors là, on a dit pour ce patient-là qu'il allait être vacciné une fois par le 13 valent, puis par le 23 valent. Dans le calendrier vaccinal pour la population générale, tu vas pas avoir ce schéma de vaccination-là. Ton bébé, puisque c'est une vaccination qui se fait quand tu es petit, c'est avec en fonction de l'âge, pardon, pour les enfants de moins de 2 ans, je reprends exactement une dose de 13 valent à 2 mois et une à 4 mois. Ça, c'est pour les nourrissons entre 2 et 6 mois. Entre 7 et 11 mois, 2 doses de 13 valent à 2 mois d'intervalle. Entre 12 et 23 mois, 2 doses de 13 valent à au moins 2 mois d'intervalle, pardon. Pour les prématurés et les nourrissons à risque, une dose de 13 valent à 2 mois, 3 et 4 mois et un rappel à 11 mois. Donc voilà, donc tu vois que c'est pas du tout ce schéma 13-23. Voilà. Ça, c'est quand tu vaccines des adultes ou des enfants qui ont plus de 5 ans qui sont à risque. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions encore ou pas? Non? Tout va bien, tout est clair? On peut aller manger? Ah, du coup, pour les hépatites, je ne vois pas pourquoi on les met, le patient n'est pas HSH. Alors, ici, dans cette diapo, ce que j'ai dit, hépatite B, bon, dans tous les cas, en fait, c'est une vaccination qui est pour tout le monde, hein, ça ne concerne pas que les HSH. Et pour l'hépatite A, c'est juste que c'est la même recommandation que la population générale. J'avais précisé que ceux avec le petit astérisque, c'est ceux pour lesquels il y avait une recommandation qui sortait de la recommandation classique. Mais l'hépatite A, donc oui, ce sera HSH, voyage en zone d'endémie, voilà. Ouais, pour les interactions médicamenteuses, il y a l'association, ok, Bactrim Tacro avec l'hyperkaliémie, ok, ouais, il y en a plein. Je pense que dans la grille, je laisserai la grosse interaction, mais si je vois que beaucoup, vous êtes à l'avoir mis, je la rajouterai à la grille. Ok. Et pas de supplémentation à l'acide folinique. Oh, il y en avait, non? Folinate, il est là. C'est-à-dire? Ouais, il était dans l'énoncé. Attends, je peux remonter si tu veux. Il était là, c'est l'avant-dernière ligne. Il y avait le calcium, vitamine D3, c'est pour les corticos. Ah, bah, hématotox, ouais, de toute façon, même avec les immunosuppresseurs, déjà, il y a de l'hématotox. Donc, on est d'accord. Ok. Et ben, et pourquoi il y a 2 fois calcium? Ah mince, j'ai mis 2 fois le calcium? Ah non, folinate de calcium, c'est juste parce que c'est l'acide folique. Mais tu sais, les acides, ils ont une forme acide et la forme basse conjuguée en folinate. Et donc, il faut forcément qu'il y ait un contre-ion avec. Comme il est chargé négativement, il faut qu'il y ait un ion, un cation avec. Et ben, merci à vous. Bonne soirée.